Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Content de vous retrouver. Bon, la semaine, elle est a priori tendue. Pourquoi ? Parce que on a aujourd'hui François Bayrou qui devrait a priori chuter à l'Assemblée nationale. On a tout bloqué, bloquons tout là, le 10 septembre. On a le 12, on a l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note de crédit de la France. Est-ce qu'on risque de... On sent bien potentiellement on va retomber dans une période d'incertitude, peut-être de chaos politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous redoutez quoi sur cette semaine ? J'aime bien le terme incertitude qui formule passe-partout, mais moi je n'ai jamais connu de monde de certitude dans les... Non, mais on voit bien que la crise politique est partie pour un tour, quoi. Oui, mais il faut bien définir ce que c'est qu'une crise financière, hein, parce qu'un élargissement politique, pas financière. Non, mais après, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les marchés. Oui. Et donc, une augmentation du spread, comme l'année dernière, de 30 points de base par rapport à l'Allemagne, ce n'est pas une crise financière, c'est quand ça se diffuse vers les systèmes bancaires, comme par exemple les pays d'Europe du Sud au début de la décennie 2010, vers les systèmes bancaires, fuite des capitaux, fuite des dépôts. Voilà, ça, contraction du crédit, donc baisse des marchés, contraction de la demande, récession. Donc, qui dit récession, chute des recettes fiscales, donc aggravation. Vous voyez, le cercle vicieux, ouais. On n'en est pas là encore pour l'instant, s'agissant de la France. Donc pas de tempête financière à redouter, alors, même si on est dégradé par Fitch, même si on n'a pas de Premier ministre. Alors, tempête financière, là aussi c'est pareil. Si on va à un spread à 4... oui, tension, oui. Attention, là on est à 70, 75 points de base de spread avec... Non, mais si on va à 90 ou 100, voilà. En 2012, on était... C'est quoi la zone rouge alors ? La zone rouge, il y a... Connaître les effets de seuil avant, ex-ante, c'est toujours un peu difficile. Mais disons, c'est plutôt vers les 150, etc. Nous, ce qu'on avait dit... Il y a de la marge, on est à 70 points de base aujourd'hui. Oui, enfin, environ, mais on parlera de crise quand même. Le public, les observateurs, parlons de crise avant les 150 points de base. Donc tout ceci participera au processus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque pays sur la France, comme les pays d'Europe du Sud. Il n'y a pas de risque pays, ça veut dire quoi en français ? L'équilibre de la balance courante, il ne faut jamais oublier que ça, c'est quand même très, très important. Une position extérieure débitrice de 10% seulement. Les pays, la Grèce et même le Portugal, etc., avaient beaucoup plus. Attends, pardon, je vous coupe. Il faut expliquer aux gens... la position extérieure, c'est... Oui. Et la balance courante, c'est la balance commerciale, service, flux financier. Voilà. Et les revenus capitaux, plus exactement. Oui. Donc, on n'a pas un gros déséquilibre, parce qu'on est même en équilibre. Donc, on n'est pas un pays à risque. Voilà, un risque pays très important du strict point de vue macro-financier. D'autre part, sur l'arithmétique financière, c'est vrai que quand on regarde le taux apparent de la dette, c'est-à-dire le taux moyen auquel se refinance le trésor français, on est un petit peu moins de 2. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie toujours des taux nuls ou négatifs jusqu'au fin 2021, début 2022. Hein. Donc, le taux apparent de la dette est inférieur encore à peu près à la croissance nominale française. Ensuite, on est un pays systémique. Tout le monde sait que la France est 19% du PIB de la zone euro. C'est une grande puissance politique, militaire et nucléaire, donc on ne laissera pas tomber la France. Donc ce n'est pas des éléments qui existaient pour la Grèce et le Portugal, par exemple. Ouais. Donc là, c'est quand même des éléments de protection. En revanche, il y a des éléments plus... On ne cède pas au catastrophisme. Alors. Non. En revanche, pour l'avenir, il y a des éléments quand même objectivement plus inquiétants pour le moyen terme. D'abord, l'instabilité politique. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça fait un an déjà. Non, même plus que ça, parce que Macron n'avait pas la majorité en 2022. Oui, mais c'est depuis la dissolution qu'on a eu 3 premiers ministres. En plus, alors par-dessus le marché, si on regarde par rapport à l'Italie, Giorgia Meloni est élue en octobre 2022. Elle a vu 4 gouvernements français, et bientôt le 5e. Ça, un ratio de 1 à 5, tu n'as jamais vu ça. Alors, on est à front renversé entre la France et l'Italie. Front renversé. Depuis 1945, ça c'est nouveau. La croissance potentielle, qui est quand même beaucoup plus basse qu'avant, avant les crises. Là, on est à peine au-dessus de 0, soyons clairs. Incapacité totale de la classe politique française à maîtriser les dépenses. Alors, on pouvait croire il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais là, maintenant, on voit bien qu'ils en sont incapables. Marge de manœuvre quand même très, très limitée au niveau des impôts, des prélèvements publics, parce que même si... il y a toujours des démagogues qui pensent qu'on va pouvoir les piquer un peu ici ou là, mais enfin, fondamentalement, on sait bien que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes de finances publiques. Et puis, je dirais, au plan politique, aussi une certaine fatigue démocratique et des risques de violence. Alimentés par, en particulier, le 10 janvier, enfin le 10 septembre, peut-être par LFI et les milices d'extrême gauche, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possiblement inquiétant, sachant que 54%
de la dette publique française est détenue par des non-résidents. Donc ça, ces gens-là sont attentifs à ce qu'ils voient aussi. Donc voilà, les éléments de fragilité futurs. Donc vous n'êtes pas inquiet à court terme, là. Sur la semaine qui vient, il n'y a pas d'inquiétude? Non, pas. Enfin, franchement, Bayrou, bon, il a fait une erreur là, mais enfin, quelle était la suite si jamais il n'avait pas demandé la confiance? Pour voter son budget, ça aurait quand même été un petit peu compliqué. Donc, ce qui risque de se passer, même si on ne vote pas le budget, comme l'an dernier, d'ailleurs, le 31 décembre, on va reconduire les dépenses et les recettes. C'est exactement ce qu'on a fait, puisque le projet de loi de finances, il ne faut jamais l'oublier, 2025, a été voté en février. Ce qui n'est pas dans la logique de la Constitution, parce que dans la logique de la Constitution, on va voter avant le 31 décembre. C'est tout. Donc, à court terme, pas d'inquiétude sur la dette française? Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Si jamais. Ça se passe de prévisible, on va dire. Oui, alors si jamais des tensions dans la rue, en particulier beaucoup plus fortes, là, ça pourrait effectivement influencer les choses. S'il y a des menaces, effectivement, de chaos, de sentiments de vide politique, comme un mai 68 ou des choses comme ça, oui, là, pour les si on a encore 2 ou 3 semaines sans Premier ministre, si Fitch nous dégrade vendredi en passant de la catégorie, on va rentrer dans le détail après, double A- à simple A+, le spread, l'écart avec l'Allemagne. Non, pour moi, ça ne change pas. Les agences de rating, ça change beaucoup lorsqu'on passe en junk, comme c'était le cas pour la Grèce. Là, c'était un problème, parce que là, junk, ça veut dire obligation de mauvaise qualité. Oui, de mauvaise qualité. Donc là, à ce moment-là, il y a un sujet. Ça a été le cas. Certains m'ont dit, parmi les experts, que quand on passe de double A- à simple A, ça provoque une vente automatique par certains investisseurs, ou en tout cas ça met des nouvelles contraintes de capital pour en détenir, ou voilà, en tout cas que c'est... À ma connaissance, pas quand on passe de ça à ça. Ensuite, il y a les 2 autres agences de rating qui vont se prononcer en octobre-novembre. Oui. Donc là, on va voir ce qu'elles vont faire. À ma connaissance, non. En tout cas, le grand choc, c'est quand ça passe en junk. Quand ça passe en junk, là on n'y est pas encore. On n'y est pas. Bon, et donc même s'il y avait dégradation vendredi soir de la part de Fitch, il n'y aura pas de vente, de flux négatif sur la... Parce qu'on a vu jeudi dernier, le Trésor a réussi à lever 11 milliards d'euros. Il n'y a pas d'augmentation des CDS. Non pas à 3,50, mais à 3,57. Donc voilà, mais on voit bien, les CDS n'augmentent pas nettement. Enfin, je veux dire, les bidasques, c'est-à-dire les relations entre l'offre et la demande sur les obligations souveraines françaises ne changent pas grand-chose. Bayrou, franchement, OK... Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais c'est rassurant parce qu'on a quand même un discours politique qui est catastrophiste, notamment en nous disant si on n'a plus de Premier ministre, il y a Fitch derrière, il y aura une tempête financière, il y a une possibilité de crise financière sur la dette française. Vous nous dites que non, en fait. Mais le vrai passif de la France, c'est pas la dette de l'État. Le vrai passif, c'est la croissance potentielle qui est devenue nulle, le capital humain, le système éducatif qui s'effondre. Ces milliers de jeunes déscolarisés. La priorité économique numéro 1 de la France, c'est pas la dette? Non, c'est le capital humain, l'obsolescence technologique, on n'investit plus, on est en retard massif sur la robotisation. C'est la perte d'efficacité de l'efficience institutionnelle. Je veux dire, l'État ne maîtrise plus rien. C'est ça le vrai passif de la France. La dégradation des finances publiques n'est que le reflet de problèmes plus fondamentaux. On parle beaucoup ces derniers temps, moi j'ai des family office, parmi mes clients, les gens me demandent mais ils vont partir de France, etc. Le sujet c'est même pas qu'ils vont partir de France, ils sont désespérés non pas parce ils sont surtout désespérés parce qu'il n'y a pas d'issue politique et puis il n'y a pas d'amélioration, au contraire, il y a une dégradation des services publics. C'est-à-dire que malgré les augmentations d'impôts, etc., il y a une totale... le chaos, il est dans le secteur public, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est ça qu'on a fait depuis 45 ans. C'est-à-dire on a créé une sphère politico-administrative qui s'auto-alimente, ce qui fait que la classe politique, elle se limite à quoi? On va faire des commentaires sur l'actualité, parler pour ne rien dire, décorer, distribuer les postes aux copains, aux copines. Voilà, c'est ça qu'ils font. C'est tout. Donc ça veut dire qu'en tout cas, pardon, je reviens comme l'actu de la semaine, même si la France est dégradée par Fitch, ça ne changera pas grand-chose? Non. Au niveau du spread, non. Au niveau de l'image de la France, oui, elle est totalement dégradée. Plus personne n'écoute Macron, enfin, voilà, c'est évident. Mais sur le spread, je ne pense pas. Ok. À moins que tout se passe mal dans la rue, effectivement, au niveau politique, s'il y a des affrontements, des choses comme ça, des tensions civiles, dont je parlais tout à l'heure, très fortes, à ce moment-là, ça pourrait effectivement dégrader les choses.
Autre sujet d'actualité, et je reprends Christine Lagarde qui alerte sur un danger très sérieux, les mots sont choisis, si Trump prend le contrôle de la politique monétaire américaine. Elle a raison ou tort de dire ça? Franchement, c'est lamentable de la part de la présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle nous parle de tout sauf de sa politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en zone euro? Il y a une détérioration des conditions financières. Voilà. On est déjà à peine à 1% de croissance. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une détérioration des conditions financières. Parce que la BCE ne bouge pas. Elle a bougé jusqu'à présent. L'euro, elle a divisé par deux. Bouge pas. Divisé par deux ses taux en un an. Et alors, le taux long, ce qu'il faut, c'est faire baisser le taux long. Parce que c'est beaucoup plus important qu'aux États-Unis, les taux longs. Voilà. Et aux États-Unis, le Trésor, d'ailleurs, se finance principalement à court terme. Non, c'est lamentable. On nous parle de désindustrialisation, mais on laisse l'euro s'apprécier depuis 2022 de presque 20% en termes effectifs. Franchement, elle ne pourrait pas s'occuper un peu plus de ses affaires plutôt que de s'occuper de la Fed ou de Trump. Ce n'est pas son domaine, que je sache. Et sur le fond? Sur le fond, premièrement, ne pas confondre. Beaucoup d'économistes... non, oui, mais je sais, c'est le baratin usuel. ont peur... Les cris d'orfraie des économistes traditionnels, etc. Ont peur. Et peur de quoi? De la perte Fed est en affrontement avec Trump, comme elle l'a été des quantités de fois dans l'histoire. Truman, qui était démocrate, a demandé à un des présidents de la Fed de démissionner. Ils se sont affrontés très fortement du temps de Lyndon Johnson, de Richard Nixon, de Gerald Ford. Enfin, je pourrais en mentionner. Donc, le débat démocratique est normal, parce qu'il ne faut pas confondre pression sur la baisse des taux d'intérêt, ce que fait Trump là, actuellement, et remise en cause de tout l'édifice institutionnel de la Réserve fédérale. Que je sache, en démocratie, tout le monde doit rendre compte, n'est-ce pas? Et les banques centrales également. Ce ne sont pas des tours d'ivoire, d'accord? Parce que ça, si la seule réponse démocratique qu'on a à dire « Ah ben la Banque centrale est indépendante, donc n'en parlons pas », ça ne va pas marcher. C'est comme quand les juges relâchent des gens sous OQTF et qui font des crimes après, ah bah la justice est indépendante, on ne peut rien faire. Non mais ça, démocratiquement parlant, ça ne marchera pas. Pas très longtemps, à mon avis. D'un point de vue économique, avoir une politique, une banque centrale indépendante du pouvoir politique pour ne pas être dépendant des aléas politiques. Et les aléas, et les erreurs des banques centrales, il faudrait aussi en parler, parce qu'elles en font. Pourquoi les banques centrales seraient-elles nécessairement supérieures en termes d'analyse et d'action que les gouvernements? Alors, on dit souvent, les gouvernements vont laisser l'inflation filer, comme dans les années 70. C'est exact, oui. Ça peut arriver. Oui. C'est arrivé dans les années 70. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, c'est la régulation démocratique qui doit marcher. Le gouvernement doit être sanctionné du fait de son laxisme à l'égard sur l'inflation par les urnes, par les élections. Pourquoi? Enfin, moi, j'aurais adoré que quelqu'un ose, en Europe, quand même parler lorsque la BCE a mené une politique scandaleuse entre 2008 et l'arrivée de Mario Draghi en fin 2011, début 2012, de taux d'intérêt réels qui nous ont mis dans une situation de quasi-dépression, de pression déflationniste, notamment pour les pays d'Europe du Sud, avec un euro à 1,60 en juillet 2008. Enfin, franchement, c'est hallucinant ce qu'a fait la BCE. Et heureusement que Mario Draghi est arrivé pour sauver ce qu'il a pu sauver, mais on était au bord de l'implosion. La Banque du Japon, dans les années 90, elle n'a pas fait d'erreur. Et même si je reviens plus tôt, en 2018, lorsqu'il y a eu la première forte tension entre Trump et Powell, qui avait raison? Parce que c'est à la fin du match... Sur quoi? Qui avait raison sur quoi? Tu te souviens que Trump critiquait beaucoup la politique de resserrement monétaire en 2018 de la Fed. Tu te rappelles, jusqu'au 24 décembre à peu près 2018, enfin vers Noël, à peu près. Eh bien, qui avait raison? C'était Trump, c'était pas Powell. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Fed, en 2019? Elle a baissé par 3 fois ses taux. Elle a reconnu, ex post, elle a reconnu le bien fondé des remarques de Trump. Faut pas croire que les banques... Sauf que le politique, lui, tout ce qu'il veut, c'est les taux bas. Mais il a raison. Il demandera toujours des taux bas. Quitte à laisser filer l'inflation, quitte à laisser gonfler les bulles sur les actifs financiers. Mais la crédibilité, c'est pas seulement sur l'inflation, David. C'est aussi... La Fed a d'ailleurs un mandat sur l'emploi et la croissance. Donc il faut aussi... Regarde les chiffres d'emploi aux États-Unis. Là, c'est pareil, Qu'est-ce qu'il va dire, Trump, dans quelques mois, si ça se confirme? Il va dire, c'est moi qui avais raison. Ah oui, mais... Sauf que pour l'instant, les emplois, le marché de l'emploi qui est quasiment à l'arrêt aux États-Unis, c'est le résultat de la politique de Trump, ça. Non, non, beaucoup plus compliqué que ça. Je ne dis pas que c'est pas eu
Sur les droits de douane, il n'y a pas eu un peu d'incertitude, Ah oui, mais c'est beaucoup. Non, mais on était à 500 000 emplois créés par mois au début 2022. Avant Trump, on était déjà. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais on était déjà de l'ordre de 100 000. Ouais. Donc il y a des fluctuations, ça peut arriver, mais de toute façon, il y a un petit problème d'emploi. Le taux de chômage a un petit peu remonté, notamment le taux de chômage U6 aux États-Unis est remonté à son plus haut niveau du cycle. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit Trump qui ait tort, hein, sur le fond, je veux dire, sur le fond. Non, il faut arrêter avec ces histoires d'indépendants de la Banque centrale. Là. On veut fermer le débat. Hein, et le syndicat des banquiers centraux... Vous souhaitez que les banquiers centraux, quand Trump demande une baisse de 300 points de base, 3% à Trump de s'exécuter? Non, mais attends. D'abord, tu caricatures un peu, là. Parce qu'entre rien dire, c'est-à-dire fermer, ne rien dire, parce que la Banque centrale est indépendante, et faire pression pour dire publiquement, bah, écoutez, je pense que vous faites une erreur, vous feriez mieux de baisser les taux, ça c'est tout à fait envisageable. Là, les ordres donnés à la Banque centrale, je ne suis pas pour remettre en cause... Ah, ben voilà. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on... Je ne suis pas pour remettre en cause, attends la fin de la phrase, pour remettre en cause l'indépendance des banques centrales. Une certaine forme d'indépendance, mais même quand elles n'étaient pas formellement indépendantes, elles le sont. En fait, l'indépendance d'une banque centrale, elle vient de quoi? Elle vient de sa réussite par rapport à ses objectifs. Et une banque centrale qui, même si elle n'est pas, si tu veux, formellement indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un statut qui la protège, si vraiment elle réussit bien, en général... elle devient de fait indépendante. Elle baisse trop tard, la Fed elle va baisser, on l'a compris la semaine prochaine. Ces taux, ça sera vraiment trop tard? Je ne pense... Là, tu vois, par rapport à Trump, je pense que Trump est un petit peu excessif sur le timing. Mais je pense que la semaine prochaine, c'est le 16 et le 17, je pense qu'elle va les baisser, oui, absolument. Oui, de 25 points de base. Elle va les baisser encore au moins une autre fois d'ici la fin de l'année. Là, le marché price 3 baisse en 2026, ça me paraît un petit peu fort, parce que moi, j'ai une croissance encore qui approche les 2% en 2026. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. Sachant qu'il y a quand même un petit poil d'inflation. En trop, ouais. Ça remonte un peu quand même. Alors, ce n'est pas du tout les chiffres d'inflation que dont un certain nombre de Cassandre nous annonçait, que ça allait monter à 5-6%. C'est vrai, ça. J'en ai même entendu ici. Mais bon, ça remonte un petit peu. On reçoit tout le monde. Hein. Ah bah, ça, bien sûr, hein, y compris les ceux qui avis. Il n'y a pas de problème. Dans le passé, à chaque fois qu'une banque centrale, en imaginant que la Fed aille plus loin et cède à la pression politique, à chaque fois que les taux ont été baissés massivement, ça ne s'est jamais très très bien terminé, notamment pour les marchés actions. Ça dépend. C'est quand la Fed est en retard, par rapport à un cycle récessif, effectivement, là, ça se passe mal. C'est-à-dire que quand tu regardes le point de démarrage d'un cycle baissier, soit le démarrage tout court, soit après une pause, puisque là, il y a une pause depuis décembre, effectivement, si elle est en retard, le marché action va quand même baisser. En revanche, si tu es en soft landing, où ça se passe à peu près correctement, non, en général, ça monte. Pas forcément beaucoup, mais ça monte. Donc, a priori, on est peut-être dans cette configuration. Moi, je pense... Alors, après, oui, mais après, il y a la valorisation, il y a la prime de risque. Le marché action ne regarde pas que... très bien valorisé. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. On est quasiment au point haut de décembre dernier ou du 19 février dernier. Qu'est-ce qui inquiète dans cette rentrée? Qu'est-ce qui rassure de Jean-Pierre Petit? À quel point de vue de la Fed Éco, macro, finance, bourse, tout ce que tu veux. Écoute, non, je ne suis ni rassuré, ni inquiet, c'est la vie. La géopolitique n'avance pas, ça c'est un vrai sujet, à la fois sur l'Ukraine, puisqu'en fait on a quasiment pas, et sur l'Iran, hein, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais il n'y a pas de solution sur l'Iran. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'issue positive de sortie par le haut sur le conflit iranien. La conjoncture est moyenne médiocre, mais elle tient, notamment les dépenses CAPEX dans le monde, aux États-Unis en particulier. Dépenses d'investissement. Tiennent bien. L'emploi décélère, les salaires décélèrent, mais pas trop fortement. Pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, au niveau macro. Hein, voilà. Sinon, il y a des pays qui vont plutôt mal. Effectivement, la France en fait partie, bien évidemment, mais c'est la résultante d'un long processus de déclin. Donc, voilà, avant de se quitter juste sur l'or, on est quand même, c'est fou, à 3 600 $ l'once. Qu'est-ce qu'il y a de fou? Plus 33%. Je sais pas, t'avais conseillé d'en acheter, toi? Ah, et depuis 2015. Et c'est d'ailleurs depuis 2015. Alors, de temps en temps, on a allégé. Parce qu'il y avait des momentum. C'est un actif spéculatif. Il faut un petit peu se méfier du court terme. Sinon, moi, je pense que c'est logique. C'est logique parce qu'il y a d'abord, la première chose, c'est pas tellement les taux réels, c'est pas l'inflation, c'est pas nécessairement le dollar. Par exemple, l'or a monté l'an dernier alors que le dollar a monté jusqu'en janvier. Tu vois, les taux réels sont restés très élevés, pourtant l'or a monté. Enfin, tu vois, les arguments traditionnels. En revanche, la conflictualité politique. Et notamment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'invasion en Crimée, par la Russie, avait été un facteur déclenchant. Ce qui a été un facteur déclenchant aussi, c'est après l'invasion... Donc 2014 C'était en 2014. Oui, on avait vu une dynamique à partir de 2015.
plus l'attitude plutôt agressive de Xi Jinping, le conflit au Moyen-Orient, Brexit, Trump, enfin tout ça a perturbé les gens. Donc 4 000 $ sur l'once d'or pour ceux qui nous regardent, qui se disent oh là, j'ai raté le train en marche et tout, c'est trop tard. Oui, puis non alors je voudrais dire à vos auditeurs que c'est pas seulement les 4 000, c'est un actif diversifiant, c'est un actif sans passif, ça c'est très important, peu manipulable par les autorités politiques intérieures, voilà, qui n'a pas de nationalité. Le poids du stock d'or dans la capitalisation boursière mondiale n'est pas trop haut. Donc il y a des arguments autres que celui qu'on mentionne souvent. La conflictualité, on va rester dedans. Il n'y aura toujours pas de passif. Et donc l'or a, à mon avis, un attrait de moyen long terme. Mais attention, les positions spéculatives sont assez élevées, etc. Il ne faut pas suivre dans le court terme, si tu veux, il faut faire un petit peu attention. Il peut y avoir, dans une longue phase haussière, il peut y avoir des consolidations sérieuses quand même. Voilà. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à toi. Merci David.